Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Ils sont assez attachés à ça, surtout qu'en Afrique, on découvre à quel point les ressources comme l'électricité et l'eau sont précieuses, parce qu'on l'a pas toujours. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis justement des digital nomades qui justement étaient en Afrique du Sud et ils montraient que des fois, ils pouvaient avoir une coupure de courant dans la journée et puis d'internet. Mais donc du coup, quand tu dois travailler, c'est un petit peu embêtant. Est-ce que tu as expérimenté ça, toi, du coup ? Complètement. Je suis arrivée donc en 2015 en Afrique du Sud et on était déjà en plein load shedding. Donc le load shedding, ça veut dire le délestage en français. C'est un mot qui passe dans la vie courante, très vite, le load shedding. En fait, c'est des coupes d'électricité quotidiennes sur des plages horaires différentes. On a une application sur notre téléphone qui nous prévient à quelle heure on va être coupé. On a carrément, en fait, selon ton quartier, il y a des numéros de quartier et selon ton quartier, tu sais sur quelle plage horaire tu vas être ce jour-là. C'est des coupures de 2 heures par jour. La raison, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas investi dans la centrale nucléaire qui est à côté il y a quelques années. Fait qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de subvenir en fait en besoin d'électricité pour toute la population à Cape Town. Donc ils sont obligés de faire du délestage pour faire de la maintenance. Et ça tombe souvent dans les mois d'hiver, où t'as le soleil qui se couche plus tôt. Il y a plus de demandes du coup. Parce qu'il y a plus de demandes, et puis le soleil se couche plus tôt, donc du coup, t'es chez toi à 18h, il fait nuit, t'es à la bougie pendant 2 heures, donc tu t'es organisé pour avoir chargé ton Mac, ton ordinateur, ton téléphone, pour pas être en rade. T'as plus de wifi, effectivement. Mais quand je dis t'as plus d'électricité chez toi, c'est que même partout, les restaurants, s'ils n'ont pas un générateur, ils ferment. Les feux tricolores dans la rue, il n'y en a plus. Enfin, tout ce qui marche à l'électricité, tu découvres que des fois tu te dis je vais me faire réchauffer ça. Bah non, j'ai plus de micro-ondes. Donc en fait, avoir une gazinière au gaz, très précieux au Cap, parce que si t'as des plaques à induction, ça marche pas. Ah, c'est clair. Et puis en plus, en même temps, ça peut faire chauffage. Le gazinière, oui. T'as bougé aussi d'ailleurs. Ouais. Oui, chauffage. Moi, j'en profitais pour prendre ma douche. Au moins. Il y a de l'eau quand même. Ouais, j'avais de l'eau chaude, donc c'était ok. Donc ça, c'est la partie électricité. Mais l'eau aussi, en 2017, si je me trompe pas, on a connu la crise de l'eau. Où en fait, il avait tellement. L'Afrique du Sud connaissait une grande sécheresse. Il avait tellement pas assez plu pendant les mois d'hiver que sur la fin de l'été, il nous avait décrété que le 14 avril allait être le day zero, le jour où il y aurait plus d'eau dans nos robinets. Parce que les réservoirs d'eau qui alimentaient la ville du Cap avaient atteint un niveau trop bas pour qu'on ait... Je me souviens avoir entendu. Ah ouais, ça avait fait... Ça avait fait la une des journaux en France, ça c'est sûr. On entend toujours parler de l'Afrique du Sud par n'importe quel moyen, si c'est pas politique, c'est phénomène naturel, oui, c'est pour tout. Oui. Les journalistes aiment bien parler de ce qui est dramatique, c'est bien connu. Avec les variants du Covid qui viennent d'Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je me souviens aussi ce qui m'avait aussi marqué par rapport à l'Afrique du Sud pendant le Covid, parce que j'ai l'impression que c'était un des seuls pays où on en était arrivé là, où ils vendaient plus d'alcool et de cigarettes. Ah oui. Parce que justement, les gens devenaient violents par rapport à ça, et donc du coup, c'était un peu une punition, je pense. Alors, ouais, en fait, oui, pendant le Covid, interdiction de vendre de l'alcool et des cigarettes. Alors, les cigarettes, bon. L'alcool, c'était plus parce que les gens, oui, peuvent se saouler, faire des accidents de voiture et que ça allait engorger les hôpitaux. Voilà, c'était ça. Il peut y avoir aussi des violences. C'était pas la peine, en fait, d'engorger les hôpitaux avec des gens alcoolisés, sachant que le Covid, déjà... Mais il n'y a jamais eu de saturation d'hôpitaux en Afrique du Sud. D'ailleurs, il y a eu un seul confinement en Afrique du Sud, de fin mars à 2020 à septembre. Ok. Parce que toi, tu y étais du coup. Alors non. Non, tu y étais pas, ok. Moi, en mars 2020, j'ai pris des vacances pour aller faire du ski en France. Ouais, le ski, décidément. Ouais. Et je me suis retrouvée confinée en France. Avec impossibilité de rentrer en Afrique du Sud. Parce que j'avais qu'un visa de travail, j'étais pas résidente permanente là-bas. Puis de toute façon, les frontières étaient ouvertes, il n'y avait plus de vol. Donc je suis restée en France de mars à octobre, au moment où le reconfinement a eu lieu en France.
Moi, je me suis barrée. Je suis retournée en Afrique du Sud pour l'été. Ils étaient à peine déconfinés. Donc voilà. Je n'ai connu qu'un seul confinement. Cool. Mais du coup, ouais, donc parce qu'en fait, donc c'est... Enfin non, c'est parce que c'est pas ça qui t'a fait partir, parce que t'es retournée du coup. Non, c'est pas ça, mais par contre, c'est la longueur du Covid qui m'a fait partir. Et puis, comment l'Afrique du Sud a été stigmatisée dans les médias. Parce que nous, notre clientèle est française. Donc moi, je m'intéressais plus à ce qu'on racontait de l'Afrique du Sud en France, plutôt que ce que je pouvais entendre en Afrique du Sud. Parce qu'en plus, j'entendais tellement des aberrations sur les choses qui se passaient en Afrique du Sud, ou ne serait-ce que Omicron qui aurait été découvert en Afrique du Sud. Ouais, ça a été découvert en Afrique du Sud parce qu'il y a des labos, il y a une médecine très développée, mais qui a dit que le variant avait pris son origine en Afrique du Sud, s'il faut venir de n'importe quel pays d'Afrique ou même d'Europe. Et j'ai trouvé ça tellement injuste que le 26 novembre 2021, le monde entier ferme ses frontières à l'Afrique australe. C'était tellement injuste de fermer ses frontières à l'Afrique australe, juste parce qu'on avait été ceux qui avaient alerté le monde entier en disant attention, il y a un nouveau variant. Moi, j'ai dit stop en fait à ce moment-là. Ouais, mental break. Mais d'ailleurs, juste pour information, je l'avais pas mis dans le vrai ou faux, mais j'ai failli. C'est qu'en Afrique du Sud, c'est là où ils ont eu le premier succès à faire une transplantation cardiaque. C'est ça. Donc, il y a carrément un mémorial. Ah, ok. Il y a un mémorial à l'hôpital Groote on peut aller voir la salle d'opération. Ah, trop bien. Dans laquelle, trop bien. Si je me trompe pas, c'est le chirurgien Christian Bernard qui a fait la première transplantation de cœur au monde. Et si ma mémoire est bonne, il a même greffé le cœur d'une jeune fille noire sur un homme blanc. Ok. Quelque chose comme ça. Wow. Donc c'est hyper symbolique, effectivement. Ouais. Donc voilà, juste tout ça pour dire que oui, en Afrique du Sud, ils ont quand même des moyens niveau hospitalier qui sont impressionnants. Donc ouais, je comprends ta frustration. La médecine est hyper reconnue en Afrique du Sud. Et puis dans le monde entier, la médecine sud-africaine est reconnue. C'est pour ça que quand on a découvert le variant sud-africain, je n'étais pas du tout étonnée parce qu'ils ont les moyens, contrairement à tous les autres pays d'Afrique. Mais du coup... on était punis d'avoir alerté le monde. Quoi. Exactement. Puis ça a coïncidé avec un moment où on repartait à peine au niveau du tourisme. Les touristes reprenaient confiance en la destination. Ça allait être la période des fêtes. On a plein de clients qui devaient venir pour Noël, Nouvel An à Cape Town. Donc on repartait à peine au niveau du business. En 24 heures, les médias ont tout... Parce que c'est la communication des médias qui ont fait que tous les gens se sont inquiétés et qui ont tous réannulé. Quand on avait passé déjà 1 an et demi à reporter les voyages, à rassurer les gens, à annuler, reporter, machin. Omicron, moi, ça m'a tuée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut écouter des podcasts plutôt qu'écouter la radio. Ouais. Ou les informations. Ah ouais. Non, puis en plus, un exemple, moi Omicron, du coup, j'allais pas bien du tout, donc j'ai décidé de rentrer en France. Alors que les médias français disaient, il n'y a plus aucun vol qui arrive d'Afrique australe en Europe. J'ai pris un vol KLM, je suis passée par Amsterdam. Alors, j'ai fait Cape Town, Amsterdam, Paris. À Amsterdam, comme j'étais en transit, je n'ai pas été contrôlée. Et à Paris, comme je venais d'un vol dans l'Union Européenne, on ne m'a rien demandé. Un scandale. J'avais envie de contacter un journaliste pour dire c'est n'importe quoi ce que vous racontez, parce que là, je reviens de Cape Town, là. Ouais. Là où apparemment c'est la catastrophe, je peux vous dire que 1, non, et puis alors 2, on peut rentrer en France comme on veut. Hein, donc, non mais Lorraine, moi je suis revenue le jour du 2e confinement, je crois. Je suis arrivée le jour ou le lendemain, je crois, du confinement novembre 2020 en France, à Paris. J'ai dû me battre pour qu'on me fasse un test PCR, donc je venais du Canada, et on m'a dit bah non, mon vol avait atterri à 7h le matin, ça ouvrait pas avant 9h. Donc moi j'étais là en mode mais testez-moi, j'ai fait un test avant de partir, mais testez-moi quand même, tu vois, et pas moyen de se faire tester. Et j'ai ma cousine qui est venue me chercher en voiture à l'aéroport, tu vois, qui avait soi-disant des contrôles, etc. Et mais ouais, pareil, que je te rejoins là-dessus. Mais la réalité versus ce qu'on entend dans les médias, ça m'a... Après, en même temps, on a pu rentrer chez nous, ça c'est quand même important. Oui. Moi, je pense que comme toi, on était préparés, s'il y avait des contrôles, on avait des raisons d'être là. Donc, mais bon, bref, parenthèse fermée. Donc, tu es rentrée en France. Je suis rentrée en France et c'est... Sans plan, du coup ?
Ah bah non, mais j'étais déjà... Bah non, j'avais pas quitté l'entreprise pour autant. Donc, ok, tu bossais en Ah télétravail. bah disons, on était en télétravail depuis le Covid. Ouais. On avait... Parce que du coup, t'avais quand même du chômage, quelque chose ou... Rien du tout. Non, zéro aide. On n'a pas gagné grand-chose pendant 2 ans de Covid. On a clairement fait, nous, employés, l'effort pour que l'entreprise existe encore aujourd'hui. Donc nous, on n'avait plus de bureau depuis un moment. On travaillait toutes de chez nous. Donc en fait, comme il n'y a pas de décalage horaire, c'est vrai que quand j'entrais en France, ça n'avait aucun impact parce que de toute façon, on n'avait pas de clients sur le terrain pendant le Covid. Donc pas trop de raison finalement d'être encore... sur place. Donc je suis rentrée en France et puis c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il faut peut-être qu'au bout de 7 ans, je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose, je tourne une page d'Afrique du Sud et dans mon poste aussi, parce que, donc ça j'en ai un peu moins parlé, mais j'ai commencé en 2015 en tant que conseillère voyage et on m'a très vite fait confiance et on m'a confié les clés de l'agence et je suis devenue gérante de l'agence en 2018. Donc voilà, j'avais eu une première année assez difficile au niveau de la gérance, au niveau RH ça avait été compliqué. En 2019 je recrutais, du coup je me faisais mon équipe, parce qu'on reste encore toujours sur une petite structure, hein, même si en mars 2020 on était 10. Bah, c'était très violent en mars 2020, hein, j'ai dû licencier la moitié de l'équipe. Des gens que j'avais eu tellement de mal à recruter, enfin bref. Et c'est vrai que en tant que gérante de l'agence, pendant ces années Covid, ça a été très dur de faire survivre l'entreprise tout en rassurant des employés qui étaient toujours quand même inquiets parce qu'on savait pas où on allait en fait. On a fait les choses step by step en diminuant les salaires, mais pas tout de suite. Donc ça a été long, beaucoup trop long. On s'est fait trop d'espoir. Enfin, on a eu de l'espoir à chaque fois. On s'est dit, en mars 2020, on s'est dit, on fera notre saison d'été, on fera juillet-août. C'est sûr. Arrivé mai-juin, on voit que rien ne va changer, donc on se dit on va faire Noël Nouvel An l'année prochaine. On a toujours espéré que le tourisme allait repartir. Quand les gens nous disaient croyez pas que ça allait repartir avant automne 2022, on était là mais c'est pas possible. On tiendra pas jusque là, on va tous mettre la clé sous la porte. Et voilà, en fait moi ça m'avait un peu éreinté en fait toutes ces années de Covid. Et puis le pays au bout de 7 ans m'avait aussi épuisée en fait. Mine de rien, même si au début ça me faisait pas trop peur, au bout de 7 ans, le fait de se sentir en insécurité quand même, tout le temps, ou du moins de faire tout le temps attention en fait, à bien fermer sa voiture, à bien fermer sa porte d'entrée à clé, des habitudes en fait dont on les réfléchit plus, on s'en rend plus compte, on s'en rend compte quand on rentre en France. C'est ce que j'allais dire, est-ce que ton petit séjour en France justement t'a montré que... Ah bah même quand je rentrais pour 15 jours de vacances, hein, je me rendais compte que il y avait des choses que j'avais pris l'habitude de faire qui en France n'avaient plus lieu d'être. Tu vois, c'est fou que tu dises ça parce que moi j'ai le sentiment inverse quand je rentre en France. Tu vois, où genre dès qu'il commence à faire nuit, il faut fermer les volets. Enfin je sais pas. Ah mais parce que tu compares avec le Canada. Ouais, du coup. Ah bah le Canada c'est l'opposé. Oui voilà, ok. Mais du coup non mais en fait ce que je trouvais intéressant c'est que du coup ça veut dire que toi t'étais encore dans un autre level en fait. C'est ça que je suis en train de dire dans le sens où moi quand je rentre en France justement là tu vois ça me rend dingue à chaque fois que je prends le métro parce qu'on m'a volé mon téléphone portable en France dans le métro et du coup maintenant c'est devenu une obsession quand je suis dans le métro ici à Montréal de regarder mes poches toutes les 5 minutes, est-ce que j'ai bien mon téléphone alors qu'il est bien dans ma main, tu vois. Et je me dis, si ça m'était pas arrivé en France, j'aurais pas cette peur à chaque fois. Et je me dis, c'est tellement fatigant. Donc je trouve en fait, pas surprenant, mais intéressant, te dire que c'est en France où tu te sens en sécurité. Ah bah oui. Alors que moi, c'est là où je me sens en sécurité en fait. Donc... Okay. Ouais, mais parce que on est sur un level plus bas en Afrique du Sud. Donc là, quand je te dis que je suis passée de l'Afrique du Sud au Canada, j'ai fait un step énorme au niveau du sentiment d'insécurité. Mais c'est ça que je suis venue chercher en fait. Okay. Le fait de pouvoir remarcher dans la rue sans forcément regarder qui marche autour de moi. Puis t'entends toujours au Cap, tu connais toujours des gens qui connaissent des gens qui se sont fait agresser. Voilà. Mais j'ai envie de dire... c'est comme aussi à Paris, hein, tu connais forcément des gens, puis dans les grandes villes européennes, on peut pas dire que Londres, Rome, Madrid, Barcelone soient les villes les plus safe du monde. C'est juste que peut-être que les agressions sont un peu plus violentes. Cap, enfin en Afrique du Sud, je veux dire. Ouais, voilà, c'était... T'es un peu toujours sur tes gardes, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu toujours sur ses gardes. Donc, parce que tu disais quand même... Enfin, en tant que touriste, c'est quand même trop bien d'y aller, mais d'y habiter, au bout d'un moment... Ah, c'est différent. Ouais, c'est différent. Ah bah, quand les gens venaient me voir, ils me disaient, mais
t'as trop de chance de vivre au Cap, c'est vraiment une ville magnifique, mais pourquoi tu voudrais partir? Mais je leur disais, mais vous êtes là 15 jours. Vous vous rendez pas compte? Enfin, c'est totalement différent de vivre dans la ville. Longue durée. Ah oui, rien à voir. Vous venez en mois d'été, vous connaissez pas l'hiver. Ouais. Le load shedding, vous, ça va être 15 jours peut-être dans votre vie. Bah, nous, c'est des mois que ça dure le load shedding. L'administratif, vous avez pas eu besoin de vous confronter à l'administratif sud-africain. Enfin, voilà. Ouais. De toute façon, c'est comme dans tous les pays. C'est quand tu le vis sur le long terme où tu te rends compte vraiment de la réalité du terrain. Ouais. Parce que là, si aujourd'hui je te dis, ok, il y a une proposition à Cape Town, est-ce que tu retournes? Non. Ok. Non, là, je suis du coup dans une nouvelle expatriation au Canada. Parce que là, t'es arrivée en PVT du coup? En jeune pro. Jeune pro, ok. Ouais, en jeune pro. J'ai pas eu beaucoup de mal, et encore, à avoir mon visa, ce qui m'a énormément changé. Parce que putain, moi j'ai eu du mal ici. Ton visa canadien? Ouais, mais on en reparlera parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais ouais, moi ça n'a pas été facile. Bah, moi, c'est encore l'Afrique du Sud qui m'a mis des bâtons dans les roues, parce qu'il fallait que je donne mon casier judiciaire sud-africain. Et mon casier judiciaire sud-africain, alors ça n'a rien à voir avec la demande en France où tu fais ça en ligne et tu l'as dans la seconde. C'est ça. Non, en Afrique du Sud, tu te rends au commissariat. Ils te mettent plein d'encre sur les doigts et ils te prennent tes empreintes où le gars t'écrase la main sur le bout de papier. Ils envoient ça à Pretoria et ils te disent ben vous aurez votre réponse dans 10 semaines. Mais je te rassure, c'est pareil le Canada. Moi, avec mon expérience aux États-Unis, où Ah j'ai oui. dû faire appel au FBI et tout. Enfin, non, mais c'est pour ça, c'est que je te dis, en fait, tout dépend de quelles circonstances t'arrives, etc. On en parlait justement dans l'épisode avec Jalpa qui parle de Madagascar. Au final, l'immigration, c'est la merde dans tous les pays. C'est vrai. Donc oui, après, il y a peut-être d'autres qui paraissent plus simples. Donc je suis contente de savoir que toi, justement, t'as eu plus de facilité. Parce que je pense que t'as assez galéré et que tu mérites un petit peu plus de facilité. Et encore, non, je te raconterai. Mais... Ouais. Mais donc toi, t'as choisi vraiment le Canada parce que tu voulais avoir un pays où tu te sentais plus en sécurité ou Alors, il y avait ça, mais il y avait aussi, parce que je suis restée dans le monde du voyage, Ok. aussi au Canada, je voulais un pays plus simple. Plus facile en fait de faire voyager les gens. Il n'y a pas besoin de convaincre les gens de venir au Canada. L'Afrique du Sud, c'est beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus de réassurance, parce que la question de l'insécurité, elle tombe une fois sur deux. Au Canada, on doit pas te la poser du Non, coup. Ouais. non. Toujours d'être forcément un peu inquiet. J'ai eu sur la fin quelques histoires avec des clients. C'était toujours beaucoup de réassurance. Le travail était plus difficile. En fait, je suis venue chercher la tranquillité et j'avais l'impression que j'avais plus l'âge. Plus l'âge d'être dans un pays aussi peut-être instable, avec autant de difficultés. Je suis fatiguée en fait. Et j'avais une envie de plus de tranquillité et de plus paisible. Ouais, simplicité. Ouais. Est-ce que tu as ça ici du coup? Oui. Ah, trop bien. Je suis allée le trouver ici, ouais. Ouais, trop bien. Parce que tu sais, des fois, on se fait une idée d'un pays et puis finalement, on y arrive et... Mais en fait, j'avais fait, donc parmi les stages que j'avais fait en école de commerce, j'avais fait un stage au Canada dans la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ok. Je les ai recontactés. Comme quoi, toujours partir... Non, la leçon, c'est toujours garder de bonnes relations avec les entreprises dans lesquelles on a fait son stage. C'est ça. Toujours essayer de garder contact avec une personne de l'entreprise. Parce que moi, typiquement, mon maître de stage est devenu le CIO. Et je l'ai recontacté. Trop bien. Tout simplement. Mais oui. Moi, tu sais, à chaque fois, on me dit « Ah, mais comment tu fais pour avoir autant d'amis partout dans le monde ?» Eh ben, parce qu'il faut garder le contact. Entretenir ces relations, c'est du travail. C'est du travail, et exactement. Et c'est pas parce que je m'appelle Kelly que j'ai plus de facilité, non, c'est juste que je prends le temps, des fois, d'envoyer un message ou même un truc tout con. Mais moi, sur mon téléphone, j'ai plein de rappels d'anniversaire des gens que j'ai rencontrés partout dans le monde. Moi aussi. Et t'envoies un petit message, bah voilà, tu vois. T'envoies un petit message, bon anniversaire, mais tu donnes le sourire à cette personne. Et puis, bah voilà, j'ai entretenu mes relations juste par un petit message et par mettre une alarme sur mon téléphone, quoi. Tout à fait. Mais trop bien. Tout à fait. Et du coup, dans mon expatriation, j'ai eu le sentiment d'avoir, mais c'est normal, plusieurs périodes. Où la première période, la première année, c'est toujours un peu difficile de prendre ses repères, de se faire ses habitudes. J'étais au début en coloc, comme la plupart des expatriés quand ils partent. Et puis, au bout d'un moment, t'as soif de un peu plus de solitude. Et puis, de toute façon, tu t'es fait ton groupe d'amis, donc t'as plus besoin d'être entouré. Donc, c'est vrai que moi, j'ai acheté mon appart là-bas. Ok. J'ai acheté mon appart en 2017, que j'ai toujours. Donc ça faisait du coup 4 ans que... Pendant 4 ans, j'ai vécu seule dans mon appart. Et c'est pour ça que je fais vraiment une séparation entre le moment, toute ma vie où j'étais... en fait, en plus, en coloc,
et conseillère voyage jusqu'au moment où je suis passée gérante et avec mon propre appart. Ah ouais, trop bien. J'ai vraiment une scission. Et je dirais la dernière période, c'est la période Covid où là j'étais du coup en télétravail chez moi avec plein d'amis qui s'en vont, qui quittent le Cap parce que ils étaient sur le point de partir, mais du coup le Covid a accéléré les choses. Du coup j'ai resserré mon groupe d'amis et voilà. C'est rien à voir, mais en fait, quand tu parlais de cette séparation-là, parce que j'avais trop envie de te poser cette question, est-ce que tu as vu ce point où justement les deux océans se rassemblent? Parce que du coup, tu vois, j'imagine une ligne, et toi, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'en plus, t'as vécu deux expériences Oui, c'est vrai. un peu différentes. Alors, ce point existe. Tout le monde croit que c'est au Cap de Bonne-Espérance, alors que le Cap de Bonne-Espérance, qui est à 1 heure de Cape Town au sud, c'est pas la pointe la plus au sud du continent africain. Ok. La pointe la plus au sud du continent africain, ça s'appelle Cap Agulhas. Et c'est là, effectivement, que les deux océans se rejoignent. Il y a une stèle où il y a marqué Océan Indien, Océan Atlantique. Okay. Ça ne se voit pas de visu. Ah, mais sur les photos, ça se voit normalement sur Instagram. Non, ça ne se voit pas. Oh, punaise, tu viens de me... J'ai détruit un mythe, là. Pour info, je ne savais même pas qu'elle travaillait dans une agence de voyage. C'est vrai, en plus, je ne savais pas. Du coup, non, ça se voit pas. Ah, okay. Tu taperas, vous taperez Cap Agulhas, ça se voit pas. Ok. Bon. Il y a la stèle juste avec Indian Ocean et Atlantic Ocean, mais c'est tout. Décevant. J'achèterai plus D'accord. 20 to Ocean. Ah ouais, non. Ah, je suis dingue. Mais bon, c'est pas grave. J'irai quand même un jour en Afrique du Sud. Bah oui, pour boire au moins la bouteille du Two Ocean dans le vignoble en question. Bah, c'est ça. Je sais même pas où elle est. Sur la route 62. Sur la route 62, sur la route des vins. Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder sur l'Afrique du Sud que tu aimerais aborder? Le côté safari, où ça c'est des formations professionnelles, c'est je veux rassurer les gens. Les safaris en Afrique du Sud, c'est vraiment pas le zoo, on est chez eux. C'est un peu ce que aurait pu dire a dit Adeline dans son podcast sur Tanzanie, Kenya. On est chez eux, on est sur le parc Kruger qui est de la taille de la Belgique, je veux dire. C'est avant tout, les Sud-Africains vivent pour la nature qu'ils essaient de préserver. Parce que les ressources naturelles sont rares. Et que sur le continent africain, on en prend conscience, chose qu'on oublie souvent en Europe. Mais c'est bien, ouais. Même au Canada, non? Oui, au Canada, il peut y avoir des fois des excès sur l'électricité. Des fois, je suis là, mais c'est... Éteignez la lumière. C'est vrai on prend beaucoup trop de choses pour acquis dans ce monde, mais bon. Si une femme aujourd'hui qui écoute justement cet épisode et qui justement a envie ou se pose des questions par rapport au fait d'aller en Afrique du Sud, est-ce que tu aurais un petit message à lui adresser? De se renseigner avant de partir, c'est toujours bien. Il y a une très belle communauté de Français du Cap. Okay. Ne serait-ce que le groupe Facebook Français du Cap. Ok, je mettrai le lien dans la description. Très actif et une belle solidarité et beaucoup de bienveillance dans ce groupe. Des gens très actifs aussi, des admins très actifs. Je peux parler de Cape Town avant tout parce que je connais pas trop les autres communautés mais Johannesburg aussi, il y a les amis de Johannesburg. De se renseigner un peu auprès d'expatriés là-bas. Si tu cherches à travailler, se pointer sans visa, ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas faire les démarches là-bas. Parce que c'est combien de temps le visa touriste du coup? Le visa touristique, c'est 3 mois. Ok. Renouvelable. Il y a des gens qui arrivent à le faire renouveler une fois, donc ils peuvent rester 6 mois. De toute façon, dans tous les pays, c'est pas recommandé d'aller pour trouver un travail. Ouais, mais les démarches du coup de visa sont assez longues et compliquées. C'est vrai. Non, par contre, ce que je veux dire, c'est on entend de plus en plus parler d'un visa nomade. Je sais pas si ça se fait dans d'autres pays. Ils le font de plus en plus là. Ouais. Mais après, tu vois, moi, pour juste avoir regardé sur du Mexique par exemple, il faut quand même avoir déjà une certaine base de salaire, avoir un nombre d'argent de côté, etc. C'est possible qu'ils demandent effectivement des preuves de ressources, mais c'est quelque chose, je comprends pas pourquoi l'Afrique du Sud n'ouvre pas les vannes pour ça et n'a pas déjà pensé à ça, parce qu'on est sur un hémisphère sud où tous les Européens en hiver pourraient partir, passer l'été. Bah ouais, mais là-bas. Rien que par rapport à l'électricité, le wifi et tout ça, s'ils n'arrivent pas à subvenir déjà aux besoins des personnes qui sont sur place. Ouais, mais tout l'économie qu'un expatrié va faire vivre à côté, en allant au restaurant, en consommant tout simplement, je suis d'accord, ça va compenser. C'est pas juste non, l'électricité, le wifi. Non, vraiment, puis ouais. C'est des gens qui vont pas prendre... En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un tel protectorat de l'emploi, là-bas, que justement, ouvrir ce visa de digital nomade n'affecte en rien l'emploi local. Ça met du beurre dans l'économie sans prendre de l'emploi. C'est clair. Donc,
Je comprends pas. Mais de toute façon, il y a des choses en Afrique du Sud qu'on ne comprend pas. Comme dans tous les pays. Surtout politique. Politique, c'est très instable là-bas. Et c'est ça aussi qui était tannant à la fin. C'est que les ministres... on a quand même un président qui s'est fait destituer. Il y a eu un président de remplacement pendant une certaine période qui finalement s'est fait élire, mais qui a viré son ministre des Finances. Donc ça a fait chuter le rand. Et de toute façon, la monnaie qui se dévalue chaque année, c'est mauvais pour un pays. Donc il y a une inflation terrible. Dans le tourisme, moi je le voyais, les hôtels augmentaient de 10% leur prix tous les ans. Et une monnaie qui se dévalue, c'est une population sud-africaine qui ne peut plus voyager, qui doit rester dans son pays. C'est une population qui est punie au final. Ah ouais. Ils peuvent plus aller en Europe, c'est tellement cher, c'est hors de prix l'Europe pour eux. Ils peuvent se permettre d'aller en Asie. Voilà, ça reste encore accessible. Mais c'est ce qu'elle disait, je sais pas si t'as écouté les témoignages de Charlotte en Syrie, mais c'est ce qui s'est passé aussi. Ouais. Au final, c'est les habitants sur place qui payent le prix parce que leur salaire n'augmente pas, mais tout le reste augmente et du coup, tu t'en sors plus en fait. C'est tellement triste. Même si je sais qu'avant de partir en Afrique du Sud, t'avais pas peur, t'étais bien, tu devais être patiente parce que tu sais pas quand est-ce que ce visa allait arriver. Est-ce que si aujourd'hui tu pouvais justement t'adresser un message quand t'as appris que tu allais partir en Afrique du Sud, est-ce que tu te dirais quelque chose ? Je me dirais vas-y, fonce, tu vas rien regretter. Tu penses partir pour 1-2 ans, tu vas y rester bien plus longtemps. Tu vas rester 7 ans, donc... Tu vois, t'as suivi ton instinct quand même. Oui, mais c'est les opportunités professionnelles qui m'ont fait rester. Non, et puis si t'es bien professionnellement, mentalement, etc. Enfin, même si tu t'es quand même posé la question, qu'est-ce que je fous là à un moment donné, mais la vie c'est ça, de toute façon, t'es des up and down. Oui. Et puis voilà. Oui, il faut pas s'arrêter au premier obstacle. C'est ça. Parce que de toute façon, les obstacles, il y en aura partout. Encore plus quand on s'expatrie. C'est ça. Et donc, pour conclure cet épisode, comme tu le sais, est-ce que tu peux nous donner ta citation préférée ? Elle prend son téléphone. Forcément, citation de Nelson Mandela. Ah, très bien. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Parce que la liberté, c'est quelque chose de central dans la culture sud-africaine. Ils en ont tellement souffert qu'aujourd'hui, être libre, c'est une telle fierté pour eux qu'ils en parlent encore tous les jours, de s'être libérés de l'apartheid. Ouais, la liberté, c'est central quand on vit en Afrique du Sud et on en prend pleinement conscience. Tu vois, c'est marrant parce que moi, depuis quelques années, depuis le Covid surtout, ce mot liberté, j'ai tellement du mal à le définir en fait. Tu vois, on en parlait même avec Tiff, je sais pas si elle va écouter cet épisode, mais j'ai vraiment du mal à le définir parce que pour moi, en fait, personne là aujourd'hui n'est libre. Parce que je trouve qu'on a tous des contraintes, quelles qu'elles soient. On a tous des contraintes. Mais je suis contente que eux, ils ont le sentiment, parce que encore une fois, tout dépend de ton référentiel. C'est ça. Voilà. Et 94. Voilà. Pas. On est sur les années 90 où ils redécouvrent une liberté et on est sur une génération qui a 30 ans aujourd'hui et c'est fou. Qui découvre. Parce que 94, j'avais 8 ans quoi. J'étais encore un enfant, mais. Merci beaucoup encore, on va pouvoir aller manger. Il est 21h38 et nous n'avons toujours pas mangé. Merci à toi en tout cas. Merci Kelly. Et puis, à très vite parce que de toute façon on va être là pendant un petit moment à Montréal, donc on va se revoir, j'en suis sûre. C'est sûr. Et puis si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Salut!